Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysannes et Paysans Suisses. Pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui s'intéresse aux enjeux de l'agriculture au XXIe siècle. Et aujourd'hui, on se penche sur les nouvelles techniques de sélection végétale. À quoi servent-elles? Pourquoi les utiliser? Ça sera notre sujet dans notre dossier du mois. Et puis dans notre rubrique du chiffre déchiffré, on s'intéresse à la protection douanière au service de l'agriculture suisse. On enchaînera ensuite avec de la fourchette à la fourche. On suivra le parcours de l'ail. Et puis en fin d'émission, rendez-vous avec notre invité de la rubrique Agriculture. Voilà donc pour le sommaire. Il est temps maintenant d'aller rencontrer nos invités du jour. Bonjour, bienvenue messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous, Damien Humberdroe, vous êtes député PLR au Grand Conseil neuchâtelois, vous êtes aussi vice-président du comité de l'Union suisse des paysans et membre du comité des producteurs suisses de céréales, de nombreuses casquettes à votre actif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, bonjour. Aujourd'hui sur ce plateau aussi nous avons Étienne Bucher, vous êtes responsable du groupe de recherche dynamique du génome des plantes à Agroscope. Bonjour. Bonjour Mélanie, merci pour l'invitation. Et puis Christophe Longchamp, président de Prométer, élu le 22 mai dernier lors de l'Assemblée des délégués de Prométer. C'est tout nouveau. Oui. Félicitations à vous donc. Merci beaucoup, bonjour Mélanie. Et merci d'avoir accepté cette invitation. On parle donc aujourd'hui des nouvelles techniques de sélection végétale. Alors, pour jeter les bases, juste peut-être, je commence avec vous Étienne, c'est quoi concrètement ces nouvelles techniques de sélection végétale? Donc, ces nouvelles techniques de sélection végétale, en fait, c'est des nouveaux outils qu'on a pour accélérer l'amélioration des plantes, donc pour les rendre résistants à des maladies plus rapidement. Et c'est des outils très très précis. Jusqu'à maintenant, on avait la mutagénèse aléatoire qui faisait beaucoup de dégâts dans l'ADN. Et maintenant, on peut aller très spécifiquement modifier un seul gène pour avoir un effet voulu. Alors, est-ce que de telles techniques sont aujourd'hui, et ça c'est une question un petit peu touchy si je puis dire, est-ce qu'elles sont nécessaires? Je dirais oui, pour faire avancer les plantes. La nature fait ce travail, mais il faut très longtemps. La sélection actuelle met 12 à 15 ans pour sortir une nouvelle variété. Et avec ces nouvelles techniques de sélection, on pourrait gagner 5 à 7 ans. Vu le changement climatique, eh ben, je pense que ce serait un grand avantage. Est-ce que, Damien, on peut aussi avoir votre point de vue sur la question? Techniques nécessaires, techniques avec lesquelles il faut faire? Comment faut-il voir la chose? Disons que pour l'agriculture, elles sont nécessaires, elles sont peut-être même attendues, car les attentes du consommateur, de la population sont nombreuses vis-à-vis de l'agriculture. Produire de la qualité, produire en quantité, on parle de souveraineté alimentaire. Et d'un autre côté, il y a des contraintes qui existent, des contraintes climatiques qui évoluent aussi avec les années. Donc c'est quand même certains conflits d'intérêts qui sont aujourd'hui, avec lesquels l'agriculture aujourd'hui doit composer. Et ce qui est imposé, quelque chose de nouveau quand même qui arrive aussi, ce qu'on appelle le trajectoire de réduction, moins d'utilisation de produits phytosanitaires, par exemple des herbicides. Trajectoire de réduction, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est ce qu'on demande aujourd'hui à l'agriculture, d'utiliser moins d'intrants, donc moins de produits phytosanitaires, donc une production plus durable, moins d'engrais aussi. Donc tous ces éléments-là avec lesquels l'agriculture travaille, on demande de faire mieux avec moins. Et les nouvelles techniques de sélection offrent cette fenêtre d'opportunité pour atteindre ces buts et puis pour montrer qu'on peut faire mieux, peut-être avec moins. Alors, vous parlez de conflit d'intérêts. La problématique, elle part justement de là. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ces différentes données qu'il faut imbriquer finalement? Eh bien, aujourd'hui, l'agriculture aime sa production. L'agriculture suisse aime produire. Elle aime produire avec les coûts que cela engendre, les coûts sociétaux, les coûts environnementaux. Il faut en être conscient, on l'assume. Et justement, ces nouvelles techniques de sélection, ça permet peut-être à terme de dire, ben voilà, on peut faire la même quantité de très bonne qualité, parce que le consommateur suisse aime cette qualité suisse, ça je crois que c'est important de le dire, et en utilisant moins par exemple de produits phytosanitaires, je crois que l'agriculture a tout intérêt à produire. Après il y a un contexte, il y a une discussion à avoir aujourd'hui, qu'est-ce que sont ces nouvelles techniques de sélection, et là je crois que c'est intéressant d'en discuter aujourd'hui, et de quelle manière l'agriculture suisse doit appréhender ça. Damien, en quelques mots, c'est quoi ces nouvelles techniques? En quelques mots, parce qu'on va le voir après dans le sujet qui va suivre.
Donc la technique qu'on discute maintenant, elle s'appelle CRISPR-Cas, donc c'est l'édition du génome. Et en fait, c'est une méthode hyper précise, donc on peut vraiment aller modifier un seul gène d'une manière très spécifique. Donc c'est très très ciblé, on peut vraiment en fait réparer des gènes aussi qui sont cassés pendant la sélection normale qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et donc réparer des gènes de résistance, par exemple, et qui pourraient directement impacter l'utilisation de produits phytosanitaires. Oui. La différence avec les OGM de première génération, c'est que là, on travaille vraiment avec les mêmes plantes. On va prendre un gène du blé pour le blé, et pas ce qui s'est fait il y a 20 ans en arrière, qui n'est pas très bien. Alors justement, Christophe, ça tombe bien que vous disiez ça parce que vous allez le voir dans le sujet qui va suivre. Les techniques de sélection végétale ont évolué avec le temps, mais toujours dans un même but, à savoir celui de permettre de résoudre des problématiques liées au climat, aux maladies ou encore aux ravageurs, pour n'en citer que quelques-uns. Les explications de notre expert. Alors, comment ça fonctionne la sélection végétale? Sélectionner, c'est choisir. Donc, depuis la révolution néolithique, les humains ont pris l'habitude de sélectionner les meilleurs individus en pensant qu'ils donneraient les meilleurs enfants, et c'est valable pour les végétaux comme pour les animaux. Donc si on prend des plantes qui font plus de grains, les descendants auront plus de grains, feront des grains plus gros. C'est l'histoire des céréales, du riz, c'est l'histoire du maïs, où quand vous regardez la plante ancêtre du maïs, il n'y a que quelques grains, et alors que maintenant vous avez des épis qui font plusieurs centaines de grains et qui passent d'un poids de quelques grammes pour un épi à presque 1 kilo pour certains épis. Donc sélectionner, c'est choisir. Donc c'est choisir, et choisir quoi? Choisir les meilleurs parents pour avoir les meilleurs descendants. Au début, on a fait des croisements sans connaître la base des principes de l'hérédité de l'ADN. Ensuite, on a connu l'ADN et on a développé des méthodes de croisement biotechnologiques, passant par la culture in vitro. Et puis on est arrivé ensuite aux années 80 avec les premiers OGM, où là, connaissant la base de l'hérédité de l'ADN, on est capable de découper un morceau d'ADN dans un génome étranger, une bactérie par exemple. On va prendre le gène d'une toxine insecticide dans une bactérie, on va le mettre dans une plante. Et la plante est donc résistante à l'insecte. Voilà. Et ce qui se passera, c'est qu'évidemment ça aura un succès. On va pouvoir cultiver ces plantes sans insecticides. Elles n'ont plus besoin d'insecticides pour les protéger, mais on aura tellement d'insecticides dans ces plantes-là que ça va exercer une pression de sélection sur les populations d'insectes. Et comme tout procède par mutation, c'est un phénomène naturel et permanent, eh bien on aura des mutations dans les espèces d'insectes ravageurs qui ne seront plus sensibles à cette pression-là et qui vont donc commettre des dégâts. Et c'est ainsi que la génétique fonctionne, le vivant fonctionne comme ça. Donc on a ces OGM de première génération qui ont eu un certain succès, mais qui n'ont pas couvert la planète non plus. Heureusement, on a continué aussi à faire de l'agriculture de façon conventionnelle. Et depuis un certain temps, des nouvelles techniques de génétique qui sont sur des meilleures compréhensions de l'ADN et comment le modifier sont apparues. Donc c'est des découvertes qui ont actuellement, disons, 12 à 20 ans. Ce sont des techniques de génie moléculaire appliquées au végétal pour être plus précis et aller plus vite, et de façon aussi à pouvoir bénéficier de ce que l'on a acquis en termes de diversité que l'on a créé au XXe siècle dans les espèces que l'on cultive, et pour pouvoir, disons, disposer plus rapidement de variétés qui sont plus adaptées. Alors on espère beaucoup de ces techniques de sélection pour obtenir rapidement des résistances à des maladies, pour obtenir des résistances à des conditions climatiques, la sécheresse, ou alors les sols salins également, qui sont une problématique importante, puisqu'actuellement 7% des sols cultivés sont salinisés. Voilà, on a une espérance dans ces nouvelles techniques de sélection, ça serait à être plus précis, sans intégrer n'importe quel gène, n'importe où dans le génome des plantes, et juste modifier ce qui est nécessaire. Donc on n'est pas du tout dans la définition d'un OGM classique. Ces nouvelles techniques de sélection sont très prometteuses pour des objectifs importants comme la résistance à la sécheresse, la résistance à des maladies, voire la résistance ou la tolérance à la salinité. Et par contre, on peut très bien arriver au même but. Prenons la salinité. Je développe des bactéries, des champignons pour cultiver des plantes dans un milieu salin. C'est très prometteur et je n'ai pas besoin de modifier ces plantes. Ce qui fait qu'en modifiant le microbiote, en faisant de l'ingénierie du microbiote du sol, on peut très bien arriver au même résultat, sans avoir modifié, évidemment, les plantes.
Notre expert l'a dit plusieurs fois dans le sujet, sélectionner, c'est choisir, mais on le voit, c'est une pratique qui a lieu depuis bien longtemps, finalement bien avant ce qu'on appelle les OGM. Le but ici, c'est d'être plus précis et on n'est pas face à des OGM classiques. Et peut-être que là, l'information a besoin d'être transmise au niveau du public de manière plus claire. Damien, qu'est-ce que vous en pensez? Je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture, d'une certaine manière, est demandeuse de ces innovations. Après, elle le sera si la population le veut aussi. Je pense qu'en Suisse, et c'est le débat démocratique qui aura lieu, je pense que ce sera aussi intéressant et ce sera important. Et là, je crois que le côté recherche scientifique d'Agroscope a aussi un rôle extrêmement important à jouer, de dire ce que sont ces nouvelles techniques et de dire que ce ne sont pas des OGM. L'agriculture suisse n'a jamais été demandeuse des OGM car il n'en avait pas besoin. Avec la rotation des cultures, les bonnes pratiques que nous connaissons, c'est donc des choses complètement différentes. Le débat sera compliqué car il y a toujours une incertitude scientifique, une incertitude, et quand on a peur, eh bien, c'est pas sain. Donc ce côté-là, l'agriculture l'appréhende beaucoup parce qu'elle est demandeuse, elle est prête à intégrer ces éléments de potentielle amélioration, mais c'est toujours avec le consommateur. Bien sûr, puis il y a vraiment peut-être cette histoire de méconnaissance contre laquelle vous devez lutter, et c'est pas simple parce qu'on est sur des processus scientifiques qui sont quand même très très pointus, Étienne. C'est des processus très très pointus, et j'aimerais vite mentionner qu'on a démarré un programme national de recherche, et dans mon équipe, on va essayer justement d'améliorer la pomme de terre pour la rendre résistante au mildiou et à la sécheresse, donc pour avoir vraiment des variétés adaptées à l'agriculture suisse. Donc c'est vraiment des variétés suisses qu'on a choisies. Et nous, on veut vraiment les avoir au champ pour les montrer au public. Et aussi, c'est pas facile d'expliquer la méthode, mais moi j'aime bien comparer ça à un peintre. Okay. Par exemple, un peintre, la mutagénèse aléatoire, il faut s'imaginer, le peintre il doit prendre un gros pinceau avec plein de couleurs qui coulent de partout, et il va essayer de faire un tout petit point sur sa peinture, sur sa toile. C'est impossible, ou presque impossible, ou quelquefois il va réussir. Et avec les nouvelles technologies, le pinceau il est tout fin, et on va faire juste un tout petit point, sans faire de dégâts autre part sur la peinture. Christophe. Je voulais rajouter que ces nouvelles techniques de sélection seront importantes, mais il faut quand même garder un cadre qui soit strict pour ne pas aller non plus dans tous les sens et garder aussi la confiance du consommateur. Alors il y a justement un point qui est très émotionnel. C'est vrai que dès qu'on entend ce mot OGM, on a ces images des États-Unis avec des champs géants de blé qui n'est plus du blé authentique, si je puis dire. Et ça, c'est des images qu'en tant que consommateur, on a du mal à avaler, on a du mal à passer au-dessus. Comment est-ce qu'on va gérer ça sur le terrain suisse qui, comme vous le disiez, Damien, n'a rien à voir avec les États-Unis? Je pense que de faire confiance à Agroscope, qui est la recherche de la Suisse, de la Confédération, c'est là qu'on aura des meilleures explications, et puis ce n'est pas des grandes firmes qui cherchent que le profit qui vont développer ça. Et puis aussi, vous avez développé du Swiss Made chez Agroscope. Alors, en quoi est-ce que cette sélection suisse est différente des sélections étrangères? Pourquoi il y avait besoin de faire du Swiss Made? Je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a le feedback direct des agriculteurs. On a toujours le contact direct et ils nous disent qu'est-ce qu'il leur faut. Et par exemple, chez le blé, on a une très bonne résistance aux maladies et une très très bonne qualité boulangère. Donc c'est justement de combiner ces inputs des stakeholders, si on veut, pour vraiment aller au bon but. Des personnes qui les utilisent, donc. Pour vraiment les personnes qui l'utilisent, parce que dans d'autres pays, la recherche est beaucoup plus loin. En France, c'est déjà plus décalé, plus loin. Nous, on essaie d'être le plus proche possible du terrain suisse. Du terrain suisse. Donc c'est vraiment ça le but d'Agroscope. C'est d'être là pour l'agriculteur suisse. Si on pouvait résumer en un mot rapidement, Damien, c'est quoi alors vraiment la différence entre ces nouvelles techniques de sélection et les OGM? Finalement, les nouvelles techniques de sélection ne sont pas des OGM. Ce ne sont pas des OGM, en tout cas c'est ce que les scientifiques nous disent, et de ce côté-là on est prêt à les croire, mais c'est que vraiment on n'introduit pas de gènes étrangers sur la même plante, vraiment on accélère le processus de sélection, donc on est dans la même plante, simplement on gagne du temps. Très bien. Alors je vous propose maintenant d'aller jeter un œil sur le terrain, au cœur d'une entreprise active dans la production de semences pour les céréales et les plantes fourragères notamment. Quel est son rôle? Comment fonctionne-t-elle? Et quel est l'intérêt de développer de nouvelles variétés? Eh bien regardez. Semences et Plantes SA est une entreprise qui appartient aux producteurs de semences en Suisse. Nous sommes environ 30 employés. Nous sommes actifs dans la sélection végétale pour le blé, pour le soja, pour les trèfles, pour les graminées et pour le maïs.
Nous sommes à Délai, dans une parcelle de blé d'automne. DSP, avec Agroscope, développe des variétés de blé. Pour développer une nouvelle variété de blé, on doit se poser un objectif qui peut être plus de rendement, plus de qualité boulangère, plus de résistance aux maladies, plus de résistance à la sécheresse, à l'averse. Et pour cela faire, en fait, on a à disposition un panel de géniteurs. Dans ces géniteurs, on choisit ceux qui présentent les caractéristiques qui nous intéressent et on essaye de les combiner dans une nouvelle plante. Pour faire un croisement, vu que le blé, c'est une plante qui a des fleurs mâles et femelles, on fait une castration, on enlève la partie mâle de la plante qu'on appelle plante femelle et à la suite, on amène en fait le pollen de la plante père. En faisant ça, on combine les caractéristiques des deux géniteurs. Suite à ça, pendant plusieurs années, on observe en pépinière ce matériel. Et chaque année, en fait, sur la base des observations qu'on fait au champ, on choisit les candidats qui nous intéressent le plus et les plantes qui ne nous intéressent pas sont éliminées. Beaucoup de programmes de sélection sont faits en collaboration avec Agroscope aussi. Nous sommes convaincus qu'une agriculture durable a besoin des variétés robustes pour le futur et des variétés qui sont adaptées au climat qui change aussi avec plus de sécheresse. Nous sommes actifs dans le développement justement de ces variétés. Une fois développées, on les commercialise en Suisse et à l'étranger. Après 7 ans d'observation en pépinière, les lignées qu'on a décidé de poursuivre passent dans les essais de rendement. Ces essais de rendement sont faits dans différents lieux en Suisse. Et dans ces essais de rendement, mis à part le rendement, on regarde aussi la résistance aux maladies et la qualité boulangère. Les essais de rendement se poursuivent plusieurs années et en parallèle à ces essais de rendement, ici à DSP, on fait la sélection conservatrice. C'est en fait rendre la semence, la variété plus homogène. On arrache en fait toutes les plantes qui diffèrent de l'image qu'on veut que la variété ait. Donc le cas le plus simple, c'est une variété barbue parmi les non barbus, on l'arrache. À DSP, on produit la semence de pré-base. Après, il y a la production de semences de base. Et puis, à la suite de ça, la semence passe aux établissements multiplicateurs qui donnent la semence aux agriculteurs pour la production de semences certifiées. Ici, on travaille avec des méthodes traditionnelles. Normalement, le développement d'une nouvelle variété, ça dure 12 à 15 années. Souvent, on profite des nouvelles mutations dans la sélection traditionnelle aussi. Maintenant, avec les nouvelles technologies, on a la possibilité d'introduire des mutations très ciblées d'une manière très précise. Et ça va accélérer notre sélection pour pouvoir atteindre des variétés plus robustes plus vite. Mais les variétés restent toujours comparables à des variétés traditionnelles. On voit bien dans le sujet que ce travail, c'est un travail de longue haleine, de développer de nouvelles variétés. Il faut trouver, si j'ose dire, le bon match pour avoir ensuite des variétés qui seront robustes, qui seront résistantes, notamment au changement climatique. On a parlé du cas suisse. Est-ce qu'on est sur un cas similaire en Europe ? Disons que par rapport au reportage qu'on vient d'écouter, je crois que l'agriculture suisse se réjouit finalement qu'on ait déjà une recherche de la Confédération, qu'on ait ensuite des entreprises privées qui fassent le développement et la dissémination de ces nouvelles variétés. Donc ça, c'est extrêmement favorable parce que la question qui se poserait aussi, c'est à qui appartient la recherche. Et la question des brevets, Suisse, pays d'innovation, ça tient à cœur, mais ça engendre aussi effectivement de breveter, ce qui peut l'être. Et là, je crois que l'agriculture suisse le dit clairement, attention, ces semences-là doivent appartenir à l'agriculture, finalement, aux vivants et pas à des entreprises. Ça, je crois que c'est un premier garde-fou qu'il s'agira d'introduire aussi dans la discussion. Ensuite, c'est vrai, on a notre îlot suisse qu'on aime et qui est précieux. D'un autre côté, qu'est-ce qui se passe en Europe, aux États-Unis? Est-ce que la réglementation européenne sera applicable en Suisse ou est-ce qu'on devra avoir nos spécificités? Ce débat, il a lieu conjointement entre la Suisse et l'Union européenne. La Suisse va légiférer avec quand même un moratoire qui continue jusqu'en 2030. Tant mieux, ça laisse le temps de bien faire les choses parce qu'il ne s'agit pas de faire cavalier seul parce que sinon le consommateur ne s'y retrouvera pas. Et on imagine bien que c'est des choses qui risquent d'être plutôt compliquées, surtout si ça se joue en votation. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne compréhension des enjeux et là, vous avez un rôle à jouer. Oui, il faut bien communiquer tout ça. Et puis,
Le souci que moi je vois, c'est que nous, on va être peut-être plus strict que l'Union européenne, parce que là, la loi qui est proposée en ce moment, et ça va rendre les échanges très très compliqués, ça va bloquer l'innovation en Suisse. En Suède, ils ont déjà 5000 hectares où ils font pousser des plantes qui ont été améliorées avec les NTS, les nouvelles méthodes, et nous, on en est à 2, donc on n'avance pas, on n'est pas prêt. Pas à la même vitesse. Si jamais le marché le permet, on n'est pas prêt en Suisse, on n'aura pas de produits, et donc on va se faire envahir par des produits étrangers. Par la concurrence. Par la concurrence. Et donc, c'est un peu dommage de perdre des avantages qu'on a. Alors, justement, qu'est-ce qu'on doit faire face à cette situation? Christophe, est-ce qu'il y a des pistes de réflexion? Vraiment informer autant les politiques que les consommateurs. Et c'est par là qu'on arrivera à avancer. Essayer d'avoir une unité aussi dans l'agriculture. On n'est pas tous sur la même ligne, malheureusement. Et c'est vraiment par l'information qu'on arrivera à avancer le plus rapidement possible. Et quelles sont les tendances actuellement? Est-ce qu'on sent que ça va quand même plutôt dans le bon sens, si je puis dire, Étienne? Moi, j'ai un très bon sentiment parce que je fais beaucoup de communication comme aujourd'hui, mais aussi avec des étudiants, etc. Et les jeunes générations, eux, ils sont beaucoup plus ouverts, ils voient les nouvelles opportunités, mais ils voient aussi les challenges qu'on a. Avec l'Europe, la production d'aliments en Europe va réduire de 40% dans les prochaines 100 ans. Il y a une publication qui vient de sortir. 40%, c'est énorme comme chiffre. C'est énorme, c'est en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est les prédictions. Donc, en fait, on doit utiliser tous les meilleurs outils qu'on a. Ça peut être des outils qui viennent du bio, mais ça peut aussi être des outils qui viennent de la technologie. Donc, il faut un concours des meilleures méthodes. Alors, vous dites que vous avez un bon sentiment, mais on sait aussi qu'en ce moment, il y a des signatures qui sont en train d'être récoltées avec l'initiative Protégeons nos aliments pour interdire les NTS en Suisse. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment est-ce que l'agriculture va se positionner, Damien? Eh bien, comme l'a dit Christophe Longchamp, l'agriculture aujourd'hui discute beaucoup en ces différents gremiums. Et finalement, certains disent non, on ne prend pas le risque vis-à-vis du citoyen, et puis finalement, on s'évite le débat. Et il y a une autre partie de l'agriculture qui dit, mais c'est une chance. Comme ça a été déjà aussi évoqué, la diminution de la production alimentaire est un fait aux États-Unis, en Europe, et finalement, la population augmente. Il y a une question de fond quand même à laquelle on répond. L'agriculture suisse est prête à produire, veut le faire. Donc, c'est vraiment des équilibres fragiles, des équilibres sociétaux qu'il faut se poser, et ça devra aussi venir dans le débat. Parce que sur le fond, on peut dire non, on ne se pose pas la question et le cas est réglé, mais il y a un enjeu vraiment de société et de souveraineté alimentaire extrêmement important. Et il y aura donc de nombreuses discussions à avoir sur le sujet et de réflexion. Mais maintenant, on va justement changer de sujet puisque je vous propose de parler de protection douanière. Est-elle nécessaire dans le cadre de la pérennisation de l'agriculture suisse? C'est la question que nous posons dans notre rubrique du chiffre déchiffré. Réponse en images. Dans une diatribe contre les droits de douane agricole parue début mai dans le Confédéré, le vice-président d'Avenir Suisse, Michele Salvi, prend la production fromagère comme exemple d'ouverture réussie des marchés dans le secteur agricole. Un choix plus que discutable lorsque l'on sait que la Confédération subventionne à raison de 15 centimes par litre, soit entre 15% et 25% du prix de la matière première, le lait transformé en fromage. A l'inverse, le vin, non subventionné par la Confédération, a vu ses ventes baisser sans discontinuer depuis 3 décennies et a connu une année 2024 désastreuse avec une baisse de 16% des volumes écoulés. Ce qui prouve que la protection douanière reste un élément indispensable de la pérennisation de l'agriculture helvétique. Et Damien, cette question pour vous, est-il possible d'avoir une agriculture suisse sans protection douanière? La réponse est claire, c'est non. C'est non, mais pas que pour la Suisse, c'est non pour de nombreux pays. Et je crois que cet équilibre, il existe. L'agriculture suisse sait qu'elle doit travailler avec d'autres économies, en tout cas avec d'autres corps de métier qui sont extrêmement importants. Il y a un équilibre fragile, importation, exportation, et cet élément-là, il fait partie de nos accords de libre-échange, que ce soit avec l'Union européenne, même avec d'autres pays. Et particulièrement en cette période, où on a vu à quel point c'était compliqué. Il y a une période où il semblait qu'on ne pouvait plus parler de droits de douane, en tout cas que ça ne devait plus exister. Et finalement, la discussion américaine, que je commenterai pas, elle prouve que quand on veut protéger, par exemple, une économie, quand on veut faire vivre un pays, eh bien, c'est que c'est un outil qui existe. Et à ce titre-là, les droits de douane en Suisse, on a parlé de certaines subventions, que ce soit sur le lait, sur d'autres. C'est aussi ne pas oublier que la Confédération encaisse des montants lorsqu'elle encaisse des droits de douane et elle les redistribue pour protéger certains secteurs en tenant compte des spécificités suisses, qu'elles soient paysagères, qu'elles soient liées aux méthodes de production. Donc, clairement, l'agriculture suisse vit avec des droits de douane et
et c'est normal. Alors allons justement maintenant dans les chiffres, on l'a vu dans le sujet, on en a parlé, les chiffres de la baisse du vin suisse en 2024 sont impressionnants, on est à moins 16%. Si l'on prend les chiffres sur 30 ans, on passe de 130 millions de litres de vin suisse consommés à 77 millions, soit 41% de baisse, alors que sur la même période, la baisse de vin étranger est de 17%, donc de 167 millions en 1993 et 140 en 2024. Est-ce que la libéralisation des marchés va tuer le vignoble suisse, Christophe? Alors, si l'on continue à ce rythme, oui. Les domaines viticoles suisses sont petits, peut-être même très petits, dans le Lavaux, du fait de leur remplacement. Et, donc, il faut garder des droits de douane. Les vins étrangers arrivent avec des subventions aussi, des grandes subventions. Dans l'Italie, les bouteilles arrivent à moitié prix de ce qu'elles coûtent. Donc, il faut vraiment garder ces droits de douane et puis favoriser le consommateur. Enfin, le consommateur doit favoriser les vins suisses, même si d'autres apéros ou d'autres choses sont plus je dirais actuellement. Consommons du vin suisse qui a une très bonne empreinte carbone et comme ça on favorisera aussi les viticulteurs suisses. Le cercle vertueux. Exactement, c'est ça. Tout à fait. En même temps, on sait que la Suisse est un petit pays, on a pour concurrence de grands et forts voisins comme l'Italie, comme la France. Est-ce que c'est possible de lutter contre des voisins pareils, Étienne ? Je pense qu'on peut lutter avec justement de l'innovation, parce que là, on a les outils. Si on avançait là-dessus, on aurait un produit différent, parce qu'il n'y aura plus besoin de les traiter. Je veux dire, si on peut produire de la vigne sans traiter, ce serait incroyable, ce serait un super marché pour beaucoup de gens. Ouais. Donc je pense que il y a des opportunités là qu'on pourrait développer. Comme tous les challenges, un challenge égale opportunité. Justement, et puis on a des outils, on a de nouveaux outils, donc si on peut les utiliser, on peut aider la Suisse. Très vite, une réaction, Damien ? Non, j'abonde dans ce sens-là. Effectivement, il ne faut pas oublier qu'en Suisse, l'agriculture, 4 francs sur 5 sont touchés par la vente du produit. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir les vendre à un produit rémunérateur. Et rémunérateur, ça veut dire que ça tient compte d'un contexte. On pourrait parler de Changin qui développe des variétés résistantes. C'est essentiel parce que dans un verre, malgré les qualités gustatives, œnologiques qu'on veut bien avoir dans un vin, il y a un travail derrière, il y a des attentes qui sont faites et surtout, il y a un vigneron qui fait extrêmement bien son travail. Donc, ces éléments-là, il ne faut pas les oublier lorsqu'on dégute un excellent chasselas, par exemple. Alors, on va quitter la vigne et je vous le dis, on l'adore ou on le déteste. Les vampires le fuient, alors que les thérapies naturelles en raffolent. Je vous parle bien évidemment de l'ail, vous l'avez certainement deviné, sur lequel nous zoomons maintenant dans notre rubrique de la fourchette à la fourche. L'ail contient des minéraux comme le magnésium. Il contient des vitamines comme la vitamine B6, et des glucides et des fibres. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'on dit un ail et au pluriel des os, A-U-L-X. Au domaine des violettes, nous faisons de la culture maraîchère depuis une cinquantaine d'années. Cela constitue plein de légumes différents, salades, carottes, oignons, poireaux. Une spécialité, l'endive en hiver. On a un petit peu de raisin de table à l'automne et puis de l'ail. Nos légumes sont vendus sur nos marchés, c'est-à-dire marché de Morges, marché d'Union, marché de Lausanne et de Vevey, 2 fois par semaine et au marché à la ferme le jeudi. Habituellement, l'ail pousse dans les pays du Sud, Espagne, Italie et dans la France, surtout en Drôme. Et depuis une dizaine d'années, cette culture a commencé à voir le jour chez nous. Et sur le domaine des violettes, ça fait 4-5 ans qu'on met au point cette culture. Alors l'ail a besoin d'un terrain pas trop lourd, donc une terre moyenne à sablonneuse, c'est idéal. Ici, on est environ à 400 mètres d'altitude. Donc c'est une belle altitude pour faire de l'ail. On en a aussi fait à 700 mètres, mais c'est un peu plus compliqué. Il a moins de temps pour pousser. Il faut que le sol soit drainant. L'ail n'aime pas l'eau, mais il n'aime pas avoir soif non plus, donc il faut des pluies régulières, c'est idéal. Alors là, je vais défaire une tête d'ail
pour vous montrer comment on plante l'ail. Donc, celui-là, il est relativement frais, mais à l'automne, on casse les têtes d'ail pour en sortir les gousses. Et ensuite, sur le terrain, on plante à la main les gousses avec la tête en l'air et puis la base au fond. Et c'est planté à la main, mais on est sur une machine, 3 personnes, qui plantent tous les 10-12 cm les gousses. Ça, c'est le début de la culture. On plante l'ail à partir de fin octobre et 8 mois après, fin juin, début juillet, on pourra récolter l'ail sec. L'ail peut se récolter à 3 stades différents. On a l'ail frais qui est récolté, on va dire, à partir de mi-mai. En fait, c'est dès que le bulbe commence à se former, on le récolte à ce moment-là et il peut être consommé entièrement. La deuxième partie de récolte, c'est l'ail nouveau. Il a déjà pris sa forme, on voit déjà les gousses à l'intérieur, mais elles sont encore fraîches. Et ce n'est pas un ail qui pourra se conserver longtemps. Et la dernière phase de récolte, c'est l'ail qu'on récolte en sec, qui va être rentré et séché pendant une période de 2 à 3 semaines avant de pouvoir être vendu pendant une période de 6 à 8 mois. Je l'ai dit, hein, l'ail, on l'aime ou on le déteste, hein, on le fuit ou on l'adore. Je crois que vous aimez plutôt bien, non, Christophe? Oui, je l'aime bien. L'ail frais en salade, c'est parfait. Et puis l'ail sec de la fondue, c'est que. Ah, oui, dans la fondue, évidemment. Oui. Alors, quel pourcentage de l'ail consommé en Suisse est indigène? Est-ce qu'on a les chiffres? On a très peu de chiffres, mais on estime à 10% de l'ail qui est produit en Suisse. C'est relativement peu, donc. Oui. Alors, d'où est-ce qu'il vient cet ail? Il vient, je crois, d'Afrique du Nord, et d'Espagne aussi. C'est là qu'il y a les grandes productions. Et les zones de production en Suisse? Je crois que c'est un petit peu partout. Dès qu'on est en plaine, on arrive à produire de l'ail. Alors, on parle souvent des prix des produits influencés par les marchés internationaux, hein, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il en va de même pour les condiments comme l'ail, ou est-ce qu'on se trouve dans un marché de niche qui est relativement protégé? Non, je pense que c'est un marché de niche. Le producteur que l'on vient de voir est un producteur bio. Donc, il arrivera sûrement mieux à mettre en valeur ses produits. C'est quand même un produit de niche que pas tout le monde. C'est pourtant quand même très utilisé. Hein. Oui, mais voilà, je pense que si on n'est pas dans un cercle de vente spécial, on n'arrive pas, en termes de prix, bien sûr, à régater. Alors, Étienne, on l'a vu aussi dans le sujet, là, on parlait de cette nouvelle variété, l'ail noir. Là, est-ce qu'on est dans de la recherche et du développement? Est-ce que c'est comme ça qu'on arrive à proposer de nouvelles variétés sur le marché? Si j'ai bien compris, l'ail noir, c'est un ail qui a été fermenté. Donc ça, je crois que c'est Damien qui nous le disait, c'est juste? C'est ce que j'en sais. D'accord. En fait, ce qui est intéressant du point de vue d'amélioration, l'ail, c'est très très compliqué parce qu'en fait, c'est stérile. Donc ça ne produit pas de graines. Donc on peut pas les croiser. Okay. Donc c'est juste maintenant qu'ils commencent à avoir des variétés qu'on peut commencer à croiser et à sélectionner. Donc là, pour l'ail, on est tout au début, en fait. Mais alors en quoi est-ce que c'est intéressant pour les producteurs, hein, dans ce cas-là? Parce que on voit, ça demande pas mal de travail. Hein. Oui. Peut-être. Christophe ou Damien, oui. Ce qui est intéressant, c'est de produire le produit, en fait. Mais la reproduction ne se fait pas par les fleurs, mais justement par le fruit, le fruit, je dirais, qui est replanté. Mais ça demande de se faire plus de travail, non? Ça demande plus de travail. Par contre, l'intérêt de sélectionner malgré tout, que ce soit l'ail ou d'autres plantes, eh bien, c'est qu'avec les changements climatiques, on fait de l'ail en Suisse. L'ail nécessite certains soins, certains traitements, et c'est ces éléments-là qui peuvent être apportés de manière assez large dans notre alimentation. Et c'est là qu'on, finalement, quelle que soit la méthode de sélection, elle est différente, mais l'intérêt final se rejoint. D'accord. Merci pour ces précisions. Et maintenant, messieurs, je vous propose de retrouver notre rubrique Le Rendez-vous Agriculture et son invité du mois. Donc chaque mois, l'autrice ou l'auteur de l'un des chapitres de Culture paysanne, un ouvrage à paraître cet automne, nous rejoindra sur ce plateau. Et aujourd'hui, c'est notre 5e invité, en la personne de Guillaume Favreau, doctorant en histoire à l'Université de Lausanne. En collaboration avec Lucas Rappeau, vous avez rédigé pour Culture paysanne un texte intitulé
Écrire la ruralité dans le canton de Vaud, essai historiographique. Bonjour Guillaume. Bonjour Mélanie, bonjour messieurs. Bienvenue. Merci. Alors on parle de cette agriculture vaudoise dans ce texte que vous avez écrit qui aurait été invisibilisée. Est-ce que c'est le cas et si oui, pourquoi ? Le mot invisibilisé, il faut le nuancer, elle a plutôt été oubliée. C'est-à-dire qu'on a plutôt traité d'autres aspects. On s'est beaucoup intéressé à l'économie, à la production, qu'elle soit industrielle, à la société, à la politique. C'est les grands sujets vaudois. Mais depuis le 19e siècle, les historiens s'intéressent à l'agriculture. C'est le poumon économique du canton. Le canton de Vaud est un canton agricole, on s'y intéresse, mais on va traiter des rendements, des intérêts politiques, un peu des techniques. Pas forcément des innovations non plus, alors qu'il y a beaucoup de textes à étudier à ce sujet-là. Et puis, ça reflète les priorités du moment, en fait. Et dans les priorités du moment, on préfère des fois célébrer le bicentenaire du canton il y a 20 ans, où on a célébré l'agriculture dans les années 50, typiquement. Il y a une thèse qui est sortie sur l'agriculture, celle de Georges-André Chevalat, qui sera conseiller fédéral. Mais voilà, ça peine un peu. Donc ce n'est pas une histoire de manque de sources, finalement. Les sources, elles sont là. Ce n'est pas le manque de sources, c'est plutôt le manque d'intérêt politique et public. Alors vous avez travaillé pour le projet Culture paysanne de la Société vaudoise d'histoire et d'archéologie. Est-ce que ce livre permet de tout savoir sur l'agriculture ou est-ce que ce n'est pas le premier pas dans une histoire de l'agriculture qui reste à écrire, finalement ? C'est un très bon premier pas. C'est pas une synthèse. Faire une synthèse sur l'agriculture demanderait des décennies et des milliers de pages. Aujourd'hui, plutôt une plateforme ou un site internet, typiquement. L'ouvrage aborde de nombreux termes. On va parler des populations, des métiers, des techniques, des innovations, des possibilités, de la politique aussi, des sociétés rurales, du monde rural en général. Ça montre la richesse, en fait. C'est vaste, hein ? C'est très vaste. Ouais, et il y a des possibilités assez intéressantes de développer autour de ça. C'est une invitation. Après, voilà, il faut que ces sujets parlent à tout le monde aussi. Que tout soit accessible, et puis que ça soit autant pour les praticiens que les consommateurs. Et là, typiquement, Culture paysanne, c'est un ouvrage qui le sera. Alors, quelles sont justement les époques, les régions, les activités agricoles les plus étudiées ou qui intéressent le plus, si je puis dire, et celles qui sont moins connues, à l'inverse ? Si on s'en tient aux époques, le Moyen-Âge et l'époque moderne sont très documentés. On s'y est beaucoup intéressé. L'époque contemporaine aussi, plutôt au travers de l'histoire locale, villageoise, de l'histoire des techniques, de la politique, naturellement avec les différents mouvements, l'innovation technique, l'apparition, l'industrialisation et ces éléments-là. Par contre, voilà, la viticulture est quand même celle qui est le plus représentée. On s'y intéresse beaucoup. On a un peu oublié le Gros de Vaud. Ça, c'est surprenant, ça. Le Nord vaudois, la Broye, le Pays d'en haut. Mais par là, on oublie aussi la céréaliculture, la sylviculture, l'élevage, ce genre de choses. On a aussi privilégié la proto-industrie ou l'industrie dans le Jura, l'horlogerie, l'industrie du fer, ces éléments-là, mais qui sont des fers de lance économiques et des produits à haute valeur ajoutée, que ce soit le vin ou l'horlogerie. Ce qui fait sens. Hein. Très rapidement, en quelques mots, qu'est-ce qui manque pour réaliser une étude poussée de l'agriculture vaudoise aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'argent, la volonté politique, l'intérêt des chercheurs ou alors des sources à fouiller ? Je ne crois pas. Vous nous avez dit qu'il y avait les sources. C'est un savant mélange de tous ces ingrédients. Vous en parliez avant, si on veut faire avancer les choses, il faut être solidaire. Oui. C'est la même chose. Pour un projet d'histoire de l'agriculture ou des petits projets, il faut qu'il y ait une solidarité à la fois entre les chercheurs, un intérêt des politiques, un intérêt de la branche et des fêtières également, un financement qui ne peut pas venir uniquement de l'académique ou du politique. Donc voilà, il faut trouver des sous, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et puis surtout, il faut des méthodes qui existent aujourd'hui. On peut approcher l'histoire, qu'elle soit économique, sociale, culturelle, technique. On a tous ces éléments. Et puis, on dit souvent que les gens connaissaient l'agriculture il y a encore 50 ans en arrière ou 8 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Donc on doit toucher du praticien au consommateur, l'ensemble de la population, et lui donner ce goût, en fait, et une visibilité. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces précisions. Et ça rejoint finalement ce qu'on a dit aujourd'hui. Il faut communiquer. Merci à vous, messieurs, d'être venus nous trouver aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous après la pause estivale pour notre prochain numéro d'Agriculture durable qui parlera des robots agricoles suisses à l'international. En attendant, on vous souhaite un très bel été et on vous dit à bientôt. Au revoir.
Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et Paysanne et Paysans Suisses, pour vous, la marque commune à toute l'agriculture helvétique. Présente Agriculture durable.